Une tempête hurlait sur San Alvaro, Nouveau-Mexique, en 1881, quand un cri déchira l'âme d'une ville brisée. Clara, 19 ans, frêle et marquée par la peur, affrontait la fureur d'Eli, son père, un homme détruit par le deuil et l'alcool. Dans l'ombre, Tauzan, guerrier apache, écoutait, son passé ravivé par ce hurlement. Qui aurait cru qu'un étranger pourrait changer un destin? Cette histoire d'espoir et de rédemption vous tiendra en haleine jusqu'à une fin où le courage redessine l'avenir. Abonnez-vous, partagez d'où vous nous écoutez. Clara trouvera-t-elle la paix? Tauzan restera-t-il un sauveur ou un souvenir? Découvrez-le en écoutant jusqu'au bout. Le vent hurlait à travers San Alvaro, Nouveau-Mexique, en cet automne de 1881, comme si le désert lui-même pleurait ses promesses brisées. Les Russes crevassés, tapissés de poussière rouge et de rêves éteints, frémissaient d'années sous les rafales qui charriaient dans l'odeur âcre du sel et de la pierre chauffée par un soleil mourant. Les maisons de bois, usées par le temps, grinçaient les sous l'assaut, leurs fenêtres fermées comme des yeux refusant de voir. Au loin, les restes d'une mine d'argent abandonnée se dressaient, squelette d'une prospérité envolée, tandis qu'une pluie rare, venue d'un ciel noir comme la suie, transformait un ruisseau asséché en un bourbier épais, noir comme du pétrole. Eli Turner titubait dans une ruelle derrière la mine, ses bottes s'enfonçant dans la boue avec un bruit sourd, comme si la terre cherchait à l'avaler. À 40 ans, il n'était plus que l'ombre d'un homme, ses joues creusées par des mois de whisky bon marché, ses yeux injectés de sang brûlant d'une rage sans nom. Sa main, tremblante non pas d'ivresse mais du manque cruel d'alcool, serrait une corde rugueuse qui entravait le poignet de Clara, sa fille de 19 ans. Elle trébuchait derrière lui, ses pieds nus lacérés par les cailloux et le sel incrusté dans le sol, son corps frêle ployant sous le poids d'eau de la peur et de la faim. Sa robe, autrefois bleue, n'était plus qu'un chiffon déchiré, taché de sueur et de terre, qui collait à sa peau comme une seconde peau usée. Eli ne parlait pas, mais ses grognements, rauques et gutturaux, résonnaient dans l'air humide, ponctué par le claquement de la pluie, sur les planches disjointes des baraques. Clara, les lèvres serrées, ne criait pas encore. Elle connaissait ce silence, celui qui précède la tempête, celui qu'elle avait appris à redouter depuis que sa mère était morte en la mettant au monde. Eli, jadis tireur d'élite pour la compagnie de chemin de fer, un homme dont le nom faisait trembler les voleurs de bétail, n'était plus qu'un fantôme rongé par la perte. La mine s'était effondrée, emportant son avenir. Le whisky avait pris le reste, et dans son esprit tordu, Clara était la malédiction, le démon qui avait tout détruit. Il s'arrêta brusquement près d'un ruisseau boueux, où l'eau stagnante reflétait les éclairs qui zébraient le ciel. D'un geste brutal, il tira sur la corde, forçant Clara à tomber à genoux dans la fange glacée. La boue éclaboussa son visage, collant ses cheveux bruns, en mèches désordonnées, sur ses joues creuses. Eli sortit un couteau rouillé de sa ceinture, la lame ternie par des années d'oubli, et le pressa contre la gorge de sa fille. « Confesse !» rugit-il, sa voix déchirant l'air comme un coup de tonnerre. « Confesse le mal que t'as apporté, le mal qui m'a tout pris. » Clara tressaillit, mais ses yeux, d'un gris pâle comme l'acier, restaient secs, fixes, rivés sur le vide, comme si elle cherchait une vérité que son père refusait de voir. Autour d'eux, San Alvaro observait, mais de loin. Derrière les volets entrebâillés, des ombres furtives, des visages pâles, des murmures étouffés. Personne ne bougeait. Eli n'était pas seulement un père brisé, il était une légende, un tueur dont les balles avaient mis tracé des lignes de sang à travers le désert. S'opposer à lui, c'était inviter la mort dans sa propre maison. Une vieille femme, Martha, serra un chapelet contre sa poitrine, ses lèvres murmurant une prière sans son. Amos, le forgeron, crispa ses poings de noueux
mais sa femme le retint d'un regard. Même le shérif Wyatt, posté à l'angle de la rue principale, hésitait, son étoile d'étain brillant faiblement sous la pluie. Clara, les genoux enfoncés dans la boue, sentit le froid mordre sa peau, mais elle ne plia pas. Elle connaissait ce rituel, ces accusations folles, ces nuits où son père, ivre ou à jeun, cherchait un bouc émissaire pour sa douleur. Elle avait appris à survivre, à se taire, à attendre que la tempête passe. Mais ce soir, quelque chose était différent. La lame tremblait contre sa gorge, et dans les yeux d'Élie, elle ne voyait plus seulement de la colère, mais une lueur de désespoir, comme s'il savait qu'il était déjà trop loin, déjà damné. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle, sa voix basse, presque avalée par le vent, mais assez ferme pour que son père tressaille. Ces mots, si simples, étaient un défi, une fissure dans le mur de sa fureur. À la lisière de la ville, sous un chêne tordu par des décennies de sécheresse, un groupe d'Apaches s'était arrêté pour troquer du sel et des chevaux. Leur chef, Tauzan, un homme de 35 ans au visage marqué par une cicatrice en arc au-dessus de l'œil, observait San Alvaro avec une méfiance forgée par des années de guerre. Il portait une chemise de daim ornée de perles d'os, un couteau courbe à la ceinture et une carabine reposée en travers de son cheval noir. Tauzan connaissait Élie, non pas comme père, mais comme l'homme qui, des années plus tôt, avait guidé des soldats à travers les canyons pour massacrer son peuple. Ce souvenir brûlait encore, une braise jamais éteinte. Lorsque le cri de Clara perça la tempête, faible mais aigu, Tauzan se figea. C'était le même son qu'il avait entendu dans la nuit où son village avait brûlé, où les siens avaient été arrachés aux leurs. Il ferma les yeux un instant, luttant contre l'instinct qui lui ordonnait d'agir, contre la prudence qui lui rappelait le prix d'une paix fragile. Mais le cri retentit à nouveau, et ses doigts se crispèrent sur les rênes. « Attendez, ici », murmura-t-il à ses compagnons, sa voix aussi tranchante que la lame qu'il portait. Puis, d'un mouvement fluide, il descendit de cheval et s'avança vers la ville, ses pas lourds dans la boue, comme s'il marchait vers un destin qu'il n'avait pas choisi. Alors que Tauzan s'éloignait du chêne tordu, ses compagnons Apaches échangèrent des regards lourds, leurs silhouettes sombres se fondant dans la brume de la tempête. La pluie battait la terre, transformant le chemin en un ruban de boue luisant sous les éclairs, mais Tauzan avançait, implacable, guidé par le cri de Clara qui résonnait encore dans son esprit comme un écho de nuits anciennes. La ruelle où Élie retenait sa fille s'ouvrait devant lui comme une plaie béante, ses murs de planches pourris, dégoulinant d'eau, les ombres dansantes des lanternes vacillant dans le vent. Clara était à genoux, la boue montant jusqu'à ses cuisses, son visage à demi enfoui dans le bourbier par la main brutale de son père. Élie, le couteau toujours pressé contre sa gorge, ne voyait rien d'autre que sa propre fureur, ses mots incohérents se perdant dans le rugissement de la tempête. « Tu as tout détruit !» hurlait-il, sa voix brisée par des années de whisky et de chagrin. « Tout, depuis le jour où t'es né !» Clara, les lèvres bleuies par le froid, ne répondait pas, mais ses yeux, fixes et durs, semblaient percer l'âme de son père, cherchant l'homme qu'il avait été avant que le désert ne l'avale. Tauzan s'arrêta à l'entrée de la ruelle, son ombre massive se découpant contre le ciel zébré d'éclairs. La pluie ruisselait sur son visage, traçant des rigoles le long de la cicatrice qui barrait sa tempe, souvenir d'une lance brisée dans une embuscade où il avait perdu son frère. Il connaissait Élie, non pas comme les autres, mais comme le guide qui avait mené les soldats à son village des années plus tôt, quand les flammes avaient dévoré les siens. Ce souvenir était une braise dans sa poitrine, mais Tauzan n'était pas là pour venger. Pas encore. Il inspira profondément, l'odeur de terre mouillée mêlée de fer et de peur emplissant ses poumons, puis il parla, sa voix basse, lente, en français ancien,
apprise des trappeurs jésuites, remets-la-moi maintenant, ou ton sang arrosera cette terre. Élie sursauta, la lame glissant légèrement, et raflant la peau de Clara sans la couper. Il tourna la tête, ses yeux troubles plissés sous l'averse, cherchant l'origine de cette voix étrangère. Lorsqu'il vit Tauzan, debout, immobile, la pluie semblant glisser sur lui comme sur une pierre polie, un rictus tordit son visage. « T'es qui, toi » cracha-t-il, sa main libre serrant la corde qui entravait Clara. « C'est ma fille, mon sang. Dégage, ou je te fais sauter le crâne. » Mais Tauzan ne bougea pas. Il avança d'un pas, puis d'un autre, ses bottes s'enfonçant dans la boue, avec un bruit sourd, chaque mouvement mesuré, comme un prédateur évaluant sa proie. « Élie Turner » dit-il, sa voix tranchante, portant le nom comme une accusation. « Tu te souviens des canyons de la Gila, la nuit où le feu a mangé les miens? Tu étais là. » Ces mots frappèrent Élie comme un coup de fouet. Ses yeux s'écarquillèrent, la mémoire remontant malgré lui, les cris, les flammes, les ordres hurlés dans la nuit alors qu'il guidait les soldats pour quelques pièces d'argent. Il vacilla, la corde glissant légèrement dans sa main tremblante. « Mensonge » grogna-t-il, mais sa voix manquait de conviction, et Clara, sentant ce moment de faiblesse, releva la tête, la boue dégoulinant de son menton. « Lâche-moi » murmura-t-elle, non pas une supplication, mais un ordre, faible mais clair, qui fit tressaillir Élie davantage que les paroles de Tauzan. Derrière eux, la ville commençait à s'agiter. Les volets claquaient, des silhouettes émergeaient sous la pluie, attirées par la tension qui électrisait l'air. Martha, la veuve aux cheveux gris, se tenait sous un porche, ses mains serrant son châle, ses yeux passant de Clara à l'étranger apache. Amos, le forgeron, s'avança, son marteau posé sur l'épaule, mais il s'arrêta, incertain, lorsque sa femme murmura quelque chose à son oreille. Le shérif Wyatt, son chapeau dégoulinant, apparut à l'angle, sa main près de son revolver, mais il ne dégaina pas. Personne ne savait ce que Tauzan ferait, ni jusqu'où Élie irait. San Alvaro, habitué à fermer les yeux sur les péchés de ses fils, retenait son souffle. Tauzan, ignorant les regards, s'accroupit lentement, ses yeux au niveau de ceux de Clara. Il ne la toucha pas, ne tendit pas la main, mais son regard, sombre et profond comme un puits, sans fond, semblait lui parler sans mots. « Tu n'es pas seul » dit-il en anglais, son accent roulant comme les pierres d'un ruisseau. Clara cligna des yeux, la boue collant ses cils, et pour la première fois, une lueur, fragile mais réelle, traversa son regard. Élie, voyant ce lien invisible, rugit, tirant sur la corde pour ramener Clara vers lui. « Elle est à moi » cria-t-il, mais sa voix se brisa et Tauzan se redressa, sa silhouette dominant la ruelle comme une montagne. « À toi » répéta Tauzan, chaque mot pesant comme une pierre tombale. « Un homme qui enchaîne son propre sang n'a rien à posséder. » Il fit un pas de plus, sa main effleurant le manche de son couteau, non pas pour le tirer, mais pour rappeler à Élie que la mort était proche, tapie dans l'ombre. La pluie redoubla, martelant le sol, noyant presque les murmures de la foule qui s'amassait. Martha s'avança soudain, bravant la peur, et cria « Élie, arrête, tu vas trop loin !» Sa voix, tremblante mais ferme, fut comme un éclat de lumière dans l'obscurité, et d'autres voix s'élevèrent, hésitantes, puis plus fortes, un chœur désordonné de voisins qui, pour la première fois, refusaient de se taire. Élie, acculé, balaya la foule du regard, son couteau tremblant contre la gorge de Clara. Il vit le shérif, la veuve, le forgeron, et Tauzan, dont les yeux ne s'y émquaient pas, comme s'il voyait à travers son âme. La panique monta en lui, mêlée de honte, et il hurla, un son plus animal qu'humain, avant de lâcher la corde. Clara tomba en avant, ses mains s'enfonçant dans la boue,
mais elle ne pleura pas. Elle releva la tête, lentement, et ses yeux rencontrèrent ceux de Tauzan, un échange silencieux qui scella quelque chose de plus grand que la peur ou la colère. La ruelle, trempée et vibrante, semblait attendre, suspendue entre la violence et un espoir encore innommé. Alors que la ruelle de San Alvaro vibrait encore de l'écho du cri d'Élie, la pluie s'apaisait, laissant place à un silence lourd, seulement troublé par le souffle rauque de Clara, ses mains crispées dans la boue. Tauzan, dressé comme un roc face à l'horizon tourmenté, fixait Élie, dont les yeux, troubles et hagards, trahissaient un homme au bord du gouffre, coincé entre sa rage et une vérité qu'il refusait d'affronter. La foule, désormais plus dense, formait un demi-cercle autour de la Sioucène, leurs visages éclairés par les lueurs vacillantes des lanternes accrochées au porche. Martha, la veuve aux cheveux noués, en un chignon sévère, s'avança encore, ses bottes usées, pataugeant dans les flaques, son châle trempé collant à ses épaules. « Élie !» lança-t-elle, sa voix tremblant moins de peur que de colère contenue. « Regarde ce que t'es devenu. Ce n'est pas ta fille qui t'a brisé, c'est toi qui l'as détruit. » Ces mots, simples mais acérés, firent vaciller Élie, son couteau s'abaissant légèrement, la lame reflétant un éclair mourant dans le ciel. Clara, toujours à genoux, releva le menton, ses yeux gris captant ceux de Martha, et pour la première fois, elle sentit une chaleur, une alliance silencieuse dans ce regard de femme, endurci par le désert. Amos, le forgeron, brisa son immobilité, son marteau reposant lourdement sur son épaule comme une menace implicite. Il s'approcha, ses pas lourds faisant craquer la croûte de boue séchée, et sa voix grave, habituée à dompter le fer, résonna. « T'as pas le droit, Élie, pas comme ça. » Sa femme, restée en arrière, ne le retint pas cette fois, ses lèvres pincées, trahissant un mélange de honte et de soulagement. Le shérif Wyatt, son revolver toujours au côté, mais les mains éloignées de la crosse, s'avança à son tour, son étoile d'étain luisant sous la lumière pâle. « Élie, dit-il, chaque syllabe pesant comme une sentence, pose ce couteau. Tout de suite, ou je t'arrête, et tu sais que je le ferai. » La menace, calme mais ferme, fit trembler la main d'Élie, et la corde qu'il tenait glissa davantage, laissant des marques rouges sur le poignet de Clara. Tauzan, immobile, observait, ses yeux passant de la foule à Élie, puis à Clara, dont la respiration saccadée trahissait une lutte intérieure. Il ne parla pas, mais sa présence, massive et silencieuse, semblait amplifier chaque mot prononcé par les habitants. Clara, sentant le poids dans des regards, trouva la force de parler, sa voix rauque mais claire, coupant à travers le murmure du vent. « Si tu veux quelqu'un à blâmer pour ta vie, père, alors tue-moi, mais ne prétends pas que c'est justice. » Ces paroles, prononcées sans larmes, sans tremblement, firent dans l'effet d'un coup de tonnerre. Élie recula d'un pas, le couteau tombant dans la boue avec un bruit mou, la corde glissant entièrement de sa main. Son visage, ravagé par le remords et la peur, se tordit, et il murmura, presque inaudible, « Clara, qu'est-ce que j'ai fait ?» La foule, comme libérée d'un sort, s'anima. Martha courut vers Clara, s'agenouillant à ses côtés, ses mains ridées, dégageant les mèches de collées sur son visage. « Viens, petite, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme, comme si elle parlait à une enfant perdue. Clara, épuisée, se laissa relever, ses jambes cessaient tremblantes mais son regard droit, refusant de s'effondrer. Amos s'approcha d'Élie, non pour frapper, mais pour l'empêcher de bouger, son ombre, imposante, le clouant sur place. Wyatt, les sourcils froncés, ramassa le couteau, le glissant dans sa ceinture, avant de poser une main sur l'épaule d'Élie. « C'est fini, » dit-il, non pas avec colère, mais avec une lassitude qui pesait des années de silence coupable. Tauzan, toujours à l'écart, croisa les bras,
sa chemise de daim dégoulinante collée à son torse. Il ne s'approcha pas de Clara, respectant la distance qu'elle semblait réclamer, mais ses yeux ne la quittèrent tant pas, comme pour s'assurer qu'elle tenait debout. La foule, maintenant vibrante de murmures, commençait à réaliser l'ampleur de ce moment. San Alvaro, si longtemps endormi dans l'indifférence, venait de parler. Et si cette histoire vous touche, si vous sentez l'élan de cette ville qui se réveille, abonnez-vous à notre chaîne, partagez d'où vous nous écoutez, car des récits comme celui-ci, où le courage naît dans la boue, méritent d'être entendus jusqu'au bout. Le père John, le pasteur, apparut soudain, sa soutane noire trempée, son visage marqué par une douleur ancienne. Il s'agenouilla près de Clara, posant une main sur son épaule, et murmura une prière, ces mots à peine audibles sous le sifflement du vent. « Tu n'es pas seul, » dit-il, faisant écho aux paroles de Tauzan, et Clara, pour la première fois, sentit une larme couler, non pas de peur, mais de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Élie, toujours figée, regarda la scène, ses mains tremblantes levées, comme pour saisir quelque chose d'invisible. « Je voulais pas, » bégaya-t-il, mais personne ne l'écoutait plus. La ruelle, autrefois théâtre de sa violence, était devenue un tribunal où la voix de la communauté, longtemps tue, jugeait en silence. Wyatt, d'un geste décidé, saisit Élie par le bras. « Tu viens avec moi, » ordonna-t-il, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Élie ne résista pas, ses épaules s'affaissant comme si tout le poids de ses années l'écrasait enfin. Alors que la foule s'écartait pour les laisser passer, Clara, soutenue par Martha, se redressa complètement, son regard suivant son père, non pas avec haine, mais avec une résolution froide, comme si elle scellait un pacte avec elle-même. Tauzan, toujours en retrait, inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais qui sembla dire à Clara « Tu as survécu ». La nuit, encore lourde de nuages, enveloppait San Alvaro, mais dans cette ruelle, une fissure s'était ouverte, laissant entrevoir une lumière que personne n'avait osé espérer. Alors que la nuit enveloppait San Alvaro d'un voile d'ombre mouvante, la foule se dispersait lentement, leurs pas traînant dans la boue, leurs murmures s'évanouissant comme des spectres dans le vent. Clara, soutenue par Martha, s'éloignait de la ruelle, son regard fixé droit devant, comme si elle traçait une ligne invisible entre son passé et un futur qu'elle n'osait encore nommer. Le lendemain, à l'aube, le soleil perça les nuages, baignant la ville d'une lumière crue qui révélait les cicatrices des maisons de bois et des âmes qui les habitaient. San Alvaro, encore secoué par la confrontation de la veille, s'éveillait avec une énergie nouvelle, comme si la tempête avait lavé plus que la poussière des rues. Dans la petite église de planches, le père John rassembla les habitants, sa voix grave résonnant sous le toit fissuré. « Nous avons trop longtemps fermé les yeux, » déclara-t-il, ses mains serrant le bord de la chaire, ses yeux passant sur les visages fatigués d'Amos, de Martha et des autres. « Clara n'est pas seule, elle est scellée des nôtres, et nous la protégerons. » Les têtes hochèrent, certaines avec conviction, d'autres avec une honte silencieuse, mais tous savaient que quelque chose avait changé. Élie, enfermé dans la cellule exiguë du bureau du shérif, n'était plus l'ombre menaçante d'autrefois. Assis sur un banc de bois, les coudes sur les genoux, il fixait le sol, ses mains tremblant sous l'effet du manque d'alcool et d'un remords qui le rongeait comme un feu lent. Wyatt, le shérif, entra, son chapeau incliné sur le front, et s'adossa au mur. « Tu pars, Élie, » dit-il, sa voix ferme, mais sans cruauté. « Pas en prison, pas encore. On t'envoie sur le chemin de fer, dans le désert. Tu travailleras, sous le soleil, loin du whisky. Peut-être que là-bas, tu trouveras ce qui reste de l'homme que t'étais. » Élie ne répondit pas, ses lèvres frémissant comme s'il cherchait des mots qui n'existaient certes plus. Lorsque Wyatt lui tendit un sac de toile contenant du pain sec et une gourde,
Il le prit sans lever les yeux, comme un condamné acceptant sa sentence. Clara, désormais installée dans la maison modeste de Martha, se tenait près de la fenêtre, observant la rue, où des charrettes grinçaient sous le poids de provisions. Martha, affairée à tisser une couverture, lui jeta un regard. « Tu n'es pas obligée de rester ici, petite, » dit-elle, ses doigts noueux s'arrêtant un instant. « Mais si tu veux, cette maison est la tienne. » Clara, les bras croisés sur sa poitrine, hocha la tête, ses yeux gris voilés par une tempête intérieure. Elle ne parlait pas de la nuit précédente, mais ses mains, encore marquées par la corde, serrées dans le rebord de la fenêtre, comme si elle s'accrochait à sa propre force. Amos passa plus tard, déposant une paire de bottes usées mais solides. « Pour tes pieds, » marmonna-t-il, gêné, avant de repartir sans attendre de réponse. D'autres suivirent. Une vieille homme-femme apporta une miche de pain. Un enfant glissa un ruban bleu dans la main de Clara. San Alvaro, si longtemps muette, apprenait à parler par des gestes. Tauzan, campé à la lisière de la ville, n'était pas revenu dans la ruelle depuis la confrontation. Assis sous un rocher plat, il aiguisait son couteau, le crissement de la pierre contre la lame rythmant ses pensées. Il avait vu Clara se relever, avait senti la foule changer, mais il savait que son rôle, celui d'un étranger lié par un serment tacite, n'était pas terminé. Lorsque le soleil atteignit son zénith, il monta son cheval et s'approcha de la maison de Martha. Clara, alertée par le bruit des sabots, sortit sur le porche, ses cheveux noués en une tresse lâche, son visage plus dur mais moins hanté. Tauzan descendit, tenant un petit objet enveloppé dans un morceau de cuir. « Pour toi, » dit-il, déroulant le tissu pour révéler un couteau fin, son manche gravé d'un coyote courant sous des étoiles. « Pas pour tuer, » ajouta-t-il, ses yeux sombres la fixant, « pour te rappeler que tu es plus forte que la peur. » Clara prit l'arme, ses doigts effleurant le bois poli, et pour la première fois, un léger sourire, presque imperceptible, traversa ses lèvres. Ellie partit à midi, escortée par 2 hommes de Wyatt, jusqu'à la gare où un train l'emmènerait vers les camps de travail du chemin de fer. Il ne regarda pas en arrière, ses épaules voûtées, sous le poids d'un sac et d'une culpabilité qu'aucun désert ne pourrait effacer. Clara, depuis le porche de Martha, observa la poussière soulevée par les chevaux, son visage impassible. Elle ne ressentait ni haine ni pitié, seulement une étrange liberté, comme si la corde qui l'entravait s'était enfin dissoute. Tauzan, toujours à ses côtés, ne parla pas, mais son silence était une promesse, un lien forgé dans la boue et le sang. Des semaines passèrent, et San Alvaro s'organisa. Martha enseigna à Clara à tisser, Amos lui montra comment ferrer un cheval, et le père John lui offrit un vieux carnet pour écrire ses pensées. Clara, bien que silencieuse, absorbait chaque leçon, son regard s'éclaircissant à mesure que les jours s'écoulaient. Tauzan revenait parfois, toujours à l'aube, apportant des herbes ou des pots, mais surtout sa présence, un rappel que la justice, dans ce coin de désert, n'était pas un verdict, mais un acte vivant. Clara, tenant le couteau au coyote, gravait des lignes dans le bois du porche, non pas des mots, mais des formes, des étoiles, des vents, des traces d'un futur qu'elle commençait à imaginer. La ville, jadis endormie, portait désormais son histoire comme une cicatrice fière, un témoignage de ce qui naît quand le silence se brise. Alors que Clara gravait des étoiles dans le bois du porche, ses doigts serrant le couteau au coyote, San Alvaro respirait différemment, comme si la ville, autrefois étouffée par la poussière et le silence, apprenait à vivre avec une cicatrice qu'elle portait désormais avec fierté. Les mois s'écoulaient, l'hiver relâchant son étreinte sur le désert, et les premiers vents chauds du printemps faisaient frémir les herbes solidement sèches, promesse d'un renouveau que personne n'avait osé espérer. Un matin, alors que le soleil peignait le ciel de traînées rose et or, un cavalier solitaire apparut à l'horizon, sa silhouette floue dans la brume de chaleur qui dansait sur la plaine.
Clara, assise sur le banc de Martha, un carnet usé posé sur ses genoux, releva la tête, son regard aiguisé par des mois d'observation du désert. Elle reconnut la démarche, lente mais déterminée, d'un homme qui n'était plus un étranger à San Alvaro. Tauzan, monté sur son cheval noir, s'arrêta à la lisière de la ville, ses yeux sombres balayant les maisons de bois, avant de s'arrêter sur Clara. Il descendit, tenant une sacoche de cuir usée, et s'approcha du porche sans hâte, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière rouge. « Tu écris » dit-il, remarquant le carnet, sa voix basse roulant comme un ruisseau sur des galets. Clara hocha la tête, ses doigts effleurant les pages, où des mots, hésitants mais libres, tracèrent des fragments de son passé et de ses espoirs. « Des pensées, murmura-t-elle, pour ne pas oublier qui je suis. » Tauzan inclina la tête, un respect silencieux dans son geste, puis lui tendit un petit sachet d'herbe séchée. « Pour les rêves, ajouta-t-il, ceux qui apaisent. » Leur échange fut interrompu par un cri au loin, un appel rauque venant de la place centrale. Clara se leva, son couteau glissé dans sa ceinture, et suivit Tauzan vers le cœur de la ville, où une foule éparse se rassemblait sous les regards curieux des vautours perchés sur les toits. Au centre, un homme maigre, vêtu d'une chemise délavée et d'un chapeau usé, se tenait immobile, ses mains vides crispées contre ses flancs. Ellie Turner était revenu, non pas à cheval comme le tireur qu'il avait été, mais à pied, ses bottes râpées par des mois de travail sous un soleil impitoyable dans les camps du chemin de fer. Ses lits dans ses joues, creusés par la faim et le labeur, portaient de des lignes nouvelles, et ses yeux, autrefois troubles, brillaient d'une clarté fragile, mêlée de peur et d'espoir. Martha, debout près du père John, croisa les bras, son regard dur scrutant Ellie comme si elle cherchait un mensonge dans sa posture. Amos, adossé à un poteau, mâchait un brin d'herbe, ses poings serrés trahissant une méfiance intacte. Wyatt, l'étoile d'étain toujours épinglée à son gilet, observait depuis l'ombre d'un porche, prêt à intervenir. Ellie, sentant le poids d'un de ses regards, s'agenouilla au centre de la place, la poussière collant à ses genoux, et baissa la tête. « Je ne demande rien, » dit-il, sa voix rauque mais ferme, « sauf une chance de prouver que je ne suis plus celui que j'étais. » Les mots, simples mais lourds, flottèrent dans l'air sec, et la foule, habituée aux promesses brisées, resta silencieuse. Clara s'avança, ses pas mesurés, le couteau au coyote brillant à sa ceinture comme un talisman. Elle s'arrêta à quelques mètres de son père, son visage impassible, mais ses yeux, gris comme l'acier, fouillaient pour les siens, cherchant l'homme qu'elle avait aimé avant que le whisky ne le vole. « Tu m'as brisé, » dit-elle, chaque mot tombant comme une pierre, « mais je ne te laisserai pas briser ce qui reste de moi. » Ellie tressaillit, ses mains tremblant, mais il ne détourna pas le regard. « Je sais, » murmura-t-il, les larmes traçant des sillons dans la poussière de son visage. « Je ne demande pas ton pardon, Clara. Pas encore, juste. Un début. » Un silence épais enveloppa la place, seulement rompu par le cri lointain d'un faucon. Clara, immobile, sentit le regard de Tauzan dans son dos, un rappel muet de la force qu'elle avait trouvée dans la boue. Elle fit un pas, puis un autre, et posa une main sur l'épaule d'Ellie, un geste léger mais chargé d'une promesse conditionnelle. « On commence, » dit-elle sa voix ferme, « mais si tu redeviens l'autre, je serai celle qui partira. » Ellie hocha la tête, ses épaules s'affaissant sous un soulagement précaire, et la foule, comme libérée d'un sort, murmura, certains avec espoir, d'autres avec scepticisme. Tauzan, toujours en retrait, ajusta son chapeau et remonta sur son cheval, ses yeux s'attardant sur Clara. Il ne parla pas, mais son regard, profond et ancien, sembla dire qu'il reviendrait, non pas pour la sauver, mais pour être témoin de ce qu'elle deviendrait. Alors qu'il s'éloignait,
La poussière soulevée par son cheval retombait lentement, et Clara, tenant son carnet contre sa poitrine, sentit le vent du désert caresser son visage, un souffle qui portait l'écho d'un avenir qu'elle écrirait elle-même. San Alvaro, sous un soleil implacable, n'était plus la ville des silences, mais celle où une femme, née dans la boue, avait choisi de se tenir debout. Cette histoire de San Alvaro, où Clara a trouvé sa force dans la boue et où une ville a appris à parler, touche-t-elle votre cœur? Partagez dans les commentaires ce qui vous a ému, ce moment qui résonne avec vous. Vos pensées donnent vie à ces récits, et nous sommes reconnaissants pour chaque mot que vous laissez. Si le courage de Clara ou la présence silencieuse de Tozan vous ont marqué, dites-le nous. Revenez bientôt pour d'autres histoires où le désert révèle des vérités cachées. À très vite, sous le même ciel étoilé, pour un nouveau voyage dans l'Ouest sauvage.